Bonsoir à toutes et à tous. Les élections locales se tiendront au plus tard en mars 2021. Ainsi en a décidé le gouvernement dans un amendement sur le projet de loi portant le report. Les mandats des conseillers départementaux et municipaux ont été prolongés. L'installation de délégations spéciales dans les collectivités territoriales, c'est le souhait du président de Synergie républicaine, en partie de la mouvance présidentielle. Mohamed Moustapha Diagne s'est dit contre la prorogation du mandat des élus locaux suite au report des élections locales. Il est avec El Hajj Ndiogoudienne. Il ne faudrait pas que les uns et les autres profitent du dialogue pour séjourner dans les pouvoirs locaux. J'ai comme l'impression que certains voudraient profiter de ce dialogue-là pour conserver le pouvoir local, alors que leurs mandats sont terminés. Maintenant, si à l'évidence on se rend compte que ce dialogue-là va encore durer pendant une année, à partir de ce moment-là, si l'Union républicaine dit qu'il faut enlever les directions locales et les remplacer par des délégations spéciales, puisque nous allons vers des compétitions. Et plus ils vont séjourner au pouvoir, plus ils vont chercher à accumuler des moyens pour préparer les élections. Mais est-ce qu'il est réellement possible de mettre des délégations spéciales dans toutes les collectivités territoriales du pays? Non, mais bien sûr. À partir de ce moment-là, c'est le gouvernement qui choisirait par exemple, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, les administrateurs civils, tout simplement des délégations qui vont gouverner ces côtés. Il est tout à fait possible. Je pense que c'est 555 collectivités. Je pense si je me trompe. Donc, il est tout à fait possible de trouver 555 directions pour remplacer les actuels conseils municipaux et départementaux. Sortie des membres de la société civile sur le report des élections locales, ils souhaitent qu'elles se tiennent le 28 juin 2020. La majorité, les non-alignés et l'opposition siégeant au sein du dialogue politique montrent leur désaccord. Ils parlent même de sortie désastreuse. Dossier Papa Balégué. Une sortie désastreuse, c'est ce que qualifie le pôle de la majorité suite à la nouvelle position d'une partie de la société civile. Pour Benoît Sambou, aucune date ne peut être fixée sans pour autant qu'il y ait consensus autour du dialogue politique après le report des élections locales. Sur la base du consensus qui a été arrêté par la classe politique, dont est la société civile au cours de nos échanges au sein de la commission du dialogue national, de prendre un décret pour reporter, signer les élections. Mais puisque la date n'est pas encore retenue et que le président de la République, Macky Sall, souhaite que ce soit aussi plus d'un consensus de la classe politique, effectivement, ils ne peuvent pas retenir une date. Mais c'est faire preuve vraiment de mauvaise foi que de vouloir vraiment jeter le discrédit et l'opprobre sur la classe politique, vouloir se dédouaner au prix de je ne sais quel principe. Comme s'il s'était passé le mot, le pôle de l'opposition ne passe pas par 4 chemins. Selon le porte-parole du jour, Abdussalam Bass estime qu'il faut au préalable prendre en charge les objectifs spécifiques retenus pour annoncer une nouvelle phase du dialogue politique. Mais si l'État avait pris les dispositions avec Famara Ibrahim Sagna, on peut atteindre une date. Mais présentement, rien n'est encore perdu. Voilà. Il suffit que les gens aient de la volonté pour aller de l'avant, commencer le processus. Comme ça, dès que le processus termine, donc on peut arrêter une nouvelle date. Mais pour le moment, nous, notre préoccupation, c'est ça. On n'a pas encore reçu de réponse de la part de Famara, ni aussi de réponse de la part du président de la République. Représentant du pôle des non-alignés, Déthié Faye ne veut pas trop s'avancer sur la question. Pour lui, l'installation du comité de pilotage reste une priorité. Le président de la République qui a pris sa responsabilité pour convoquer le dialogue national, face à cette situation, doit prendre toutes les initiatives nécessaires pour l'installation du comité de pilotage pour que nous puissions régler cette question. Parce que cette question d'évaluation du processus électoral et du fichier électoral, si cette question n'est pas réglée, il serait illusoire de pouvoir fixer une date et d'aller à des élections. Tous partagés sur la question, la majorité entend saisir le comité pour que pareille situation ne se reproduise. Les questions que nous traiterons au sein de la commission et nous mettrons tous ces gens-là devant leurs responsabilités. Dans tous les cas, toutes les parties sollicitent qu'une chose, un code consensuel à l'organisation d'élections apaisées à l'avenir. RFM, la radio de toute l'actualité. RFM Soir. RFM Soir. Famille June.
Ouvrons le chapitre politico-judiciaire dans ce journal. La justice sénégalaise a tous les éléments nécessaires pour tirer au clair l'affaire Petro-Tim. C'est une déclaration de Birahim Seck, le coordonnateur général du Forum civil, au sortir de son face-à-face avec le doyen des juges ce matin. L'autre personnalité convoquée, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, dit avoir remis à Samba Sall des documents qui attestent de la violation flagrante de la loi dans la signature de contrats pétroliers et gaziers. C'était au palais de justice de Dakar. Mahmoud Amarnion. C'est à 9h30 que Birahim Seck s'est pointé devant le bureau du doyen des juges. Après 55 minutes, le coordonnateur général du Forum civil sort l'air détendu, la liberté de ton au bout des lèvres. Il y a même l'État qui veut rendre assez compliqué le dossier, mais le dossier n'est pas compliqué. Vous avez une réglementation, vous avez des faits. Il suffit simplement de faire le travail qu'il faut et les Sénégalais sauront la vérité. Maintenant, je l'avais dit la fois dernière quand je suis passé quand je suis sorti de l'ATIC, en disant que ce dossier également, il y a certains aspects qui doivent être traités par des plateformes où on doit réunir impérativement les financiers, les fiscalistes, les juristes et d'autres acteurs. Le coordonnateur général du Forum civil, stoppé par le secret de l'enquête, tout comme Abdoul Mbaye qui a pris son siège dans le bureau du juge d'instruction de 10h30 à 13h, 2h30 après. L'ancien Premier ministre réitère sa conviction. Je suis certain d'une chose, il y a eu violation de la loi, violation intentionnelle de la loi, pour permettre à un intermédiaire voyou international de recevoir des sommes considérables, mais je dis bien considérables, immédiatement au moment de la session et demain sous forme de royalties, parce que ça c'est confirmé par la société BP qui donne et qui dit c'est pas le Sénégal, c'est moi qui donne. Non, c'est une manière de présenter les choses. Ça c'est une réalité et évidemment nous avons donné tous les éléments qui permettent d'apprécier cette réalité et de prendre des décisions qui va. Abdoul Mbaye et Birahim Seck sont d'avis que le juge a tous les moyens pour élucider le dossier Petro-Tim. Dans cette affaire dite Petro-Tim, même s'il n'est pas convaincu de l'indépendance de la justice sénégalaise, l'activiste Guy Marius Sagna espère voir l'enquête aboutir avec ses auditions en cours. Il note tout de même un certain retard dans le traitement de ce dossier. Et selon Guy Marius Sagna, tout doit être tiré au clair dans cette affaire. Il est avec Koumba Ndiaye Faye. Nous saluons les avancées qu'il y a eu récemment dans le dossier des ressources naturelles, particulièrement de Petro-Tim, avec le début de convocation de certains acteurs, le début d'audition de certains acteurs par le doyen des juges, même si nous exprimons notre préoccupation quant aux lenteurs qu'il y a eu avant que tout cela en fait ne se produise. Maintenant, nous apprécions cela à sa juste valeur. Nous allons observer avec un intérêt particulier ces auditions pour voir où est-ce qu'elles vont en fait aboutir, mais dire tout simplement que la lutte va continuer, le FRAPP va continuer avec toutes les autres organisations, tous les autres démocrates, à veiller à ce que la lumière soit faite sur cette affaire-là, à veiller à ce que ceux qui ont en fait détourné, spolié le peuple en fait sénégalais, que justice soit rendue, que ces avoirs qui ont été détournés puissent être restitués au peuple sénégalais. Les auditions, vous les prenez au sérieux? Écoutez, nous savons que la justice au Sénégal n'est pas indépendante, mais nous savons qu'il y a des juges, qu'il y a des magistrats indépendants. C'est pourquoi, comme je disais tout à l'heure, nous allons observer, nous allons surveiller, nous allons voir ce qui va se passer. Mais bien sûr, nous allons continuer à nous battre, à mobiliser les citoyens sénégalais pour édifier le rapport de force sans lequel, effectivement, cela peut se terminer en queue de poisson, cela peut se terminer en mascarade, en parodie de justice. Le collectif des victimes de maisons et immeubles en démolition Tivaouane Peulh, Gada et HLM Mariste et le mouvement Frappe France Dégage décident de marcher à la date du 22 novembre de la place de la Nation à la RTS. Restitution des 20 hectares de terre et paiement des dépenses aux victimes de Tivaouane Peulh ainsi que le respect de l'accord entre la SNHLM et les victimes des Maristes. C'est ce qu'ils réclament. Ils étaient en conférence de presse ce matin. Koumba Ndiaye Faye. Sunu Kër Sunu Bakkan, le collectif des victimes de maisons et immeubles en démolition dénonce le fait que l'État du Sénégal revienne sur sa décision d'octroyer aux victimes de Tivaouane Peulh 20 hectares de terre. Oumar Diop est du collectif. Président de la République Macky Sall, qu'il n'en est pas question que nous retournons en arrière
pour pouvoir laisser ces 20 hectares-là. Cela reste inadmissible et nous ne l'accepterons jamais. D'autres victimes au sein de ce collectif, celles des immeubles des HLM Mariste, sortant Mariam Baké, parlent de bradage et d'injustice dans le foncier. Elle appelle l'État et la SNHLM au respect de l'accord. Non à l'accaparement des terres par une minorité nantie. Nous disons haut et fort qu'un Sénégalais un toit. La dignité, c'est habiter une maison. La dignité, ce n'est pas être dans la rue. Le problème foncier commence à prendre de l'ampleur. Il y a une semaine, on a signé un accord de principe avec la SNHLM et l'État du Sénégal. Nous compatissons donc avec tous ceux qui ont ces problèmes et nous allons lutter jusqu'à l'obtention de nos droits les plus absolus. Frappe France Dégage au chevet de ses victimes veut que ces 20 hectares de terre soient restitués aux ex-propriétaires de maisons démolies à Tivaouane-Peulh, que des impenses leur soient payés. Le collectif et le mouvement comptent marcher. Leur combat, à partir d'aujourd'hui, est notre combat. Et nous en profitons pour lancer un appel à tous les démocrates, à tous les citoyens, pour qu'ils viennent renforcer cette lutte. Nous annonçons l'organisation d'une marche nationale le vendredi 22 novembre. Toujours dans leur plan d'action, une fédération est en gestation pour mieux porter le combat. Koumba Sandiane Faye, les travailleurs de la Sénégalaise des eaux observent un service minimum au niveau du réseau. C'est pour dénoncer leur non-implication dans l'attribution à Suez du marché de la distribution de l'eau au Sénégal. Le coordonnateur de l'intersyndicale précise que ces restrictions n'ont rien à voir avec les coupures d'eau. Babangom est joint par Amadou Sabarba. C'est pas une grève, c'est dû au mouvement d'humeur que nous avons organisé le 31 octobre. Suite à la déclaration que nous avons faite, tous les syndicats confondus, nous avons jugé nécessaire de faire une restriction, un service minimal. Le préavis de grève arrive en terme le 31 novembre 2019. Pour cela, avant que le préavis de grève ne vienne en terme, nous avons jugé nécessaire de faire le service minimum par rapport au mouvement d'humeur que nous avons observé. Non, tout le monde est en place, les gens travaillent, mais je pense bien que avec la période de forte chaleur, je pense que certaines zones sont desservies par rapport à d'autres. Pour mieux assurer la sécurité de l'aéroport international Blaise Diagne, 24 agents de sécurité ont reçu leur certification. Une initiative qui survient dans un contexte où le terrorisme est devenu une réalité incontournable. Plusieurs autorités aéroportuaires ont pris part à cette cérémonie. Abdou Diouf Diagne. Dans un contexte marqué par la menace terroriste et un bouleversement des paradigmes sécuritaires, 24 nouveaux agents ont été formés par Teranga Sûreté aéroportière. Ils ont reçu leur attestation. Jean-Marc Diampi dirige cette structure. Cette coopération féconde contribue sans nul doute à une évolution significative de notre niveau de sûreté dans un environnement mondial qui connaît une recrudescence des menaces terroristes et un bouleversement des paradigmes sécuritaires et dans lequel, de sa position stratégique, le Sénégal constitue un carrefour important du transport aérien et un point de passage fréquenté par de nombreuses compagnies, d'où l'attention toute particulière que lui portent les plus hautes autorités du pays. Ces récipiendaires ont subi une sélection rigoureuse. L'assurance est du directeur de l'ANASIM. Magaï Maramdaou déclare qu'il y aura un contrôle permanent. C'est un processus très long parce que la sûreté est un élément important. Sans la sûreté, il ne peut pas y avoir de transport aérien. C'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent. Nous faisons également ce qu'on appelle des inspections et des audits périodiques pour nous assurer également que l'ensemble des mesures de sûreté qui doivent être appliquées dans l'aéroport. Venu représenter le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Mathia Kobassel invite TSA à combler le déficit d'agents certifiés exécutant des tâches clés. Je vous invite à combler rapidement le déficit en agents certifiés exécutant des tâches clés. En augmentant notre niveau de sûreté, nous instaurons la confiance du monde en notre système d'aviation et fournissons une base solide qui permettra à notre pays de capter une part importante de la croissance à venir du trafic aérien en Afrique et dans le monde. Parmi les 24 agents certifiés, 9 sont des femmes. RFM Rifisque, Abdou Diouf Diagne. Bonsoir Youssouf Bodjan. Bonsoir Famadjon. Nous débutons cette page des sports par le football. Génération Foot ne jouera pas la phase de groupe de la Coupe CAF. Les Grenats éliminés tout à l'heure par Osaï FC du Bénin après tir au but 4-3 à la fin du temps réglementaire. 1-0 en faveur du champion du Sénégal grâce à un but de Chérif Bayo, but marqué à la 38e minute de jeu.
Égalité parfaite en ce moment-là sur l'ensemble des deux matchs, mais au tir au but, les Béninois ont été donc plus adroits. 2 joueurs de Génération Foot ont raté contre eux du côté de Ezaïe FC qui gagne donc par 4-3 et se qualifie pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine. Sadio Mané, une nouvelle fois meilleur joueur sénégalais évoluant à l'étranger. C'est la 6e fois d'affilée pour l'attaquant de Liverpool qui remporte le trophée Jules-François Bocandé. Jean-Barthélemy Diouf, champion du Sénégal avec Génération Foot la saison dernière, et le meilleur joueur local, Modulo, meilleur lutteur avec frappe, qui remporte donc le trophée Abdourahmane Ndiaye Falang. Mohamed Bayo dit Général Malika, meilleur lutteur sans frappe. Mbagnick Ndiaye, champion d'Afrique de judo, plus de 100 kg, et le meilleur sportif de l'année. L'Association nationale de la presse sportive a dévoilé ce matin les résultats des votes des différentes rédactions. Son président Abdoulaye Cham au micro de Sola Cham. Pour le titre de Ballon d'Or Sénégal, nous avons choisi Jules-François Bertrand Bocandé. Pour le titre de meilleur sportif, il s'agit de El Hadj Amadou Diaba, qui est le seul Sénégalais jusqu'au moment où nous parlons à avoir remporté un titre, une médaille d'argent. C'était aux Jeux Olympiques en 1988 à Séoul. Pour la lutte avec frappe, nous avons jeté notre dévolu sur Abdourahmane Ndiaye Falang. Pour le titre de meilleur footballeur local, nous avons choisi Ibrahima Koulibaly, qui est le meilleur buteur du championnat sénégalais depuis le championnat amateur, avec 44 réalisations. Comme vous le savez, la lutte sans frappe, la lutte simple, est pratiquée fondamentalement par 3 ethnies, les Halpulaar, les Sérères et les Diola. Donc il va falloir qu'on continue la concertation. Il y a une nouvelle innovation aussi que nous allons mettre en pratique à partir de l'année prochaine. Comme vous le savez, la Convention des jeunes reporters décerne des prix pour les meilleurs journalistes de l'année. Mais nous avons constaté que les journalistes de la presse sportive ont rarement la possibilité de remporter un trophée. Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas un excellent travail, mais nous avons décidé de mettre en place ce qu'on appelle les AOL. Nous avons confié ce travail-là à une des représentantes de la commission féminine, à la personne de Diakounda Sen. Le choix du parrain? Le choix du parrain aussi ne souffre d'aucune contestation. Il est le président de la Ligue de basket africain. Si vous allez à Johannesburg, vous n'avez même pas besoin de demander qui il est. Et il est temps aussi que les Sénégalais comprennent que nous avons un champion qui mérite d'être récompensé. Il s'agit d'Amadou Gallo Fall. À l'instant, Abdoulaye Cham, Coupe du monde des moins de 17 ans de football, les 8e de finale démarrent ce soir. À 19h30 GMT, Nigeria, Pays-Bas, Angola, Corée du Sud à la même heure. Demain, le Sénégal affronte l'Espagne à la même heure, 19h30. Et puis la Ligue des champions européenne avec la 4e journée qui a démarré entre le FC Barcelone et Slavia Prague. On joue depuis 23 minutes et c'est 0 partout entre Zenit et Leipzig. À 20h, les autres matchs donc vont opposer Chelsea à Ajax, Liverpool Racing Genk, Olympique Lyonnais Benfica, Dortmund Inter, Valence Lille, Naples Salzbourg. Merci Youssouf Bodjan. Accueillons Nafissatou Silla pour la rubrique Le Marché. Bienvenue. Les petits métiers ou autres petites activités génératrices de revenus en pleine expansion à Dakar. Un secteur devenu très lucratif pour beaucoup de jeunes, hommes et femmes. Par exemple, nombreux sont ceux qui se sont lancés dans la vente de thé, faisant même du porte-à-porte. Certains sont parvenus à mettre en place des structures de vente de thé créant de l'emploi parfois et le chiffre d'affaires fait souvent envier. Suivant ce reportage réalisé par Djouma Diouf. L'idée lui est venue d'une simple inspiration. Nala Diagne est le promoteur de Trité, une entreprise spécialisée dans la vente de thé à base de produits bio. Il nous parle de ses débuts dans cette aventure. Je mélange des parfums. J'ai mélangé des parfums et c'est à partir de là qu'est née l'idée de Tri. Le mélange de 3 parfums, je le vendais rapidement. Et c'est à partir de là que je me suis dit pourquoi pas Tri-Couture, Tri-Traiteur. Et c'est à partir de Tri-Traiteur qu'est né Trité. J'ai gagné le marché durant le mois de Ramadan. Après j'ai gardé le matériel pour lancer le concept Tri. Son entreprise emploie aujourd'hui près de 5 jeunes. Ces derniers se chargent de la distribution. Je paie par mois
par pourcentage. La thermos de 3 litres, c'est à 750 francs CFA. Si quelqu'un vend 4 thermos, il a 90 000 de mois. Et s'il en vend 6, c'est 135 000. Les salaires sont payés en fonction de l'écoulement des produits. 135 000 fin du mois. Satou, la quarantaine, évolue aussi dans ce secteur depuis 3 ans. Elle fait du porte-à-porte et selon elle, ça rapporte. Au début, c'était dur, mais maintenant, tout va bien. J'ai des clients au marché Gueule-Tapée, sous le Djoum, qui est au village artisanal. Je vends 200 tasses par jour. Parfois, je descends avec 8 000, 9 000 ou même 10 000 francs. Le secteur des petits métiers est devenu lucratif pour ses adeptes. Ces derniers, partis presque de rien, ont vu leur chiffre d'affaires grimper et arrivent même à en employer d'autres. Le business du thé est très prisé et certains de ses adeptes ne regrettent point de s'y être lancés. C'est le cas d'Ibougaï, un peu plus de la trentaine. C'est en 2007 qu'il a commencé avec un budget de 225 francs CFA. Aujourd'hui, il peut gagner jusqu'à plus de 250 000 francs CFA par traite. Ibougaï est interrogé par Fatima Tali. J'ai démarré avec 225 francs et j'ai gagné 700 francs. Quand j'ai constaté que cela rapportait beaucoup, j'ai continué. En même temps, je faisais du football, ce qui m'a même permis de voyager. Après 1 an, je suis revenu au pays puisque je ne pouvais pas tendre la main. Je n'avais pas d'aide. Je prépare même du thé pour les autorités. On me connaît bien dans ce secteur. J'ai des commandes pour des cérémonies. Comme le Mangal passé, on m'a pris pour 4 jours. J'ai gagné plus de 250 000 francs. Pour le Gamou aussi, j'ai des commandes pour les 2 jours. C'est au minimum 125 000 francs. Franchement, je gagne bien ma vie avec ce travail. Bien que je sois dans la fonction publique pour les baptêmes et mariages, je peux gagner 45 000 francs pour un service. Et si c'est 2 fois, c'est 70 000 francs. Je dispose d'une moto pour faire la livraison. Je cherche un gars sérieux pour ma deuxième moto. J'ai un compte bancaire et j'épargne. Je suis en train d'étudier mes projets pour ouvrir un salon de thé. Ce secteur de la microéconomie ou des petits métiers a cependant un effet positif sur le développement socio-économique. De petites activités qui peuvent bien souvent grignoter un petit pourcentage du chômage, puisqu'avec certains arrivent à subvenir à leurs besoins ou mettre sur pied une entreprise. Toutefois, l'État doit appuyer le secteur et aider à consolider ses activités. Écoutons à ce propos l'économiste Dr Seydina Omar Sey. Il est joint au téléphone par Djouma Diouf. À quel niveau on serait tenté de dire qu'il y a un impact ou effet sur l'activité économique? Il faudrait carrément que ces activités-là soient organisées. De l'enseigne que ces emplois puissent, par exemple, embaucher ou bien utiliser d'autres éléments, utiliser d'autres jeunes qui vont s'activer dans le business. Maintenant, il va falloir qu'on ait des éléments de mesure qui nous permettent de voir quand ces activités sont organisées à l'échelle nationale et régionale. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est forcément un effet positif parce que ça permet à des jeunes de sortir de l'oisiveté et aller s'activer dans ces petits commerces avec lesquels ils vont gagner leur vie tout simplement et forcément ça aura un impact sur l'activité économique dans le long terme. Selon vous, quelles sont les voies et moyens pour consolider ces activités? Ces derniers temps, l'ANSD a sorti tout simplement la contribution du secteur informel. L'État doit par exemple trouver par quel mécanisme accompagner, encourager ces activités tout simplement qui permettent à des jeunes de ne pas rester dans l'oisiveté tout simplement. C'est tout pour le marché. Merci à Djouma Diouf, Fatima Tali et Hassan Diouf. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Papa Birima Diallo, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes vice-président du Haut Conseil du dialogue social. Merci d'être avec nous. Merci. Le QCMC, à travers son secrétaire général, souhaite la dissolution du HCDS. Selon Damboch, la structure a échoué. Quel commentaire en faites-vous? Bon, en fait, je pense qu'il y a une méprise de notre camarade Mbouch. Il faut dire que le Haut Conseil, qui est le prolongement du Comité national du dialogue social, est l'émanation de la volonté des partenaires sociaux et du gouvernement.
Cela a été installé depuis 2002 à travers la Charte nationale sur le dialogue social, signée par l'ensemble des parties prenantes. Et en 2014, après la première conférence nationale qui a été organisée, la première conférence sociale organisée au Sénégal, dont l'aboutissement était donc le relèvement institutionnel du CNDS en Haut Conseil du dialogue social. Et à travers donc le Haut Conseil du dialogue social, les missions statutaires qui lui ont été confiées par décret signé par le chef de l'État, il y a l'appui à la mise en place de mécanismes adaptés de dialogue social dans les secteurs d'activité, notamment le secteur de l'éducation, qui dispose d'un comité sectoriel de dialogue social. Et justement, si nous restons dans ce secteur de l'éducation, des syndicats d'enseignants comme le SAEMS menacent d'aller en grève. Finalement, est-ce que les travaux du dialogue social aboutissent en quelque chose en fait? Non, le rôle du Haut Conseil du dialogue social, c'est de prévenir, c'est d'anticiper, c'est de faciliter pour que les parties puissent se retrouver autour de la table de négociation. Mais le Haut Conseil du dialogue social, contrairement aux allégations de M. Mbouch, n'a pas une posture de négociation. Ça, quand même, il faut le relever dès le départ. Sa mission consiste essentiellement à prévenir et à faire de la médiation s'il y a quand même conflit. Également, l'autre rôle, c'est de faire de la formation. Prévenir dans le cadre de la formation. C'est ce que nous faisons. Et l'autre mission statutaire, c'est le dépôt du rapport annuel sur l'état du dialogue social, c'est de faire l'évaluation du dialogue social dans notre pays, les contraintes, les progrès enregistrés, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et en matière de progrès enregistrés, beaucoup de secteurs d'activité aujourd'hui sont satisfaits du rôle et de la mission du Haut Conseil du dialogue social. C'est clair, M. Diallo.